Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez PWC pour un talk avec Florent Manodou. J'ai pas mal de questions pour toi, Florent, mais j'ai un peu envie de te demander, comme je demande à mes invités sur le podcast, pour commencer, de te présenter de la façon dont tu le souhaites, parce que je trouve que parfois on est présenté de manière différente que ce que nous on aimerait dire. Ça va être long du coup. On a le temps. Florent Manodou, je dirais sportif quand même en un, mais surtout touche à tout, curieux, passionné en CDD. C'est-à-dire que quand je me mets dans quelque chose, j'aime bien aller au fond des choses, mais pour un temps défini jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif de compréhension. Voilà. Mais j'aime bien toucher un petit peu à plusieurs sujets. Qu'est-ce qui fait que pour la natation, la passion n'a pas été en CDD ? La passion de la natation a été en CDD, mais la passion de la victoire, ou la passion de la non-défaite plutôt, a été continue pendant près de 30 ans, je dirais. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'elle a commencé ? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit « En fait, je ne veux plus perdre » ? Ça a été avant de commencer la natation, je pense. J'ai toujours été comme ça quand je jouais aux cartes avec mon frère et ma soeur, des jeux de société avec les copains. J'ai jamais vraiment aimé perdre et j'étais plutôt bon dans l'eau, donc j'ai continué et voilà, de fil en aiguille, je me suis fait des copains et j'ai été en équipe de France junior et après senior et je nageais de plus en plus vite, donc j'ai juste continué. Mais c'est pas quelque chose qui s'est, enfin c'est quelque chose qui s'est développé, mais c'est quelque chose que j'avais en moi qui était inné, je dirais. Comment tu fais si cette passion parfois elle n'est pas aussi présente, je parle de celle de la natation, comment tu fais pour que celle de la victoire reste suffisante ? Parce que je pense qu'on peut faire le parallèle avec peut-être tous les entrepreneurs qui sont avec nous. Réussir est un moteur essentiel, mais je pense que sans la passion pour le projet, pour la mission, c'est extrêmement difficile de dépasser tous les obstacles qui sont sur la route. Donc comment toi, comment la victoire t'a suffi dans les moments où la passion n'était plus là ? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'avais un objectif par an. Je pense que il y a des micros-objectifs pendant la saison. En natation, en tout cas, c'est le cas. Évidemment, on a des périodes de 4 ans parce que c'est les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Mais je pense que ça suffisait à mon bonheur d'être passionné de la victoire. Voilà, année après année, progresser aussi dans mon fonctionnement. C'est-à-dire être meilleur, pas forcément meilleur nageur en termes de chrono, mais aussi meilleur athlète, meilleur être humain, je dirais. Donc c'était assez facile, assez inné. Il n'y avait pas vraiment de questions qui se posaient là-dessus. Je serais curieuse de savoir comment ton adolescence s'est construite. Parce que je pense qu'elle doit être très différente du commun des mortels. Est-ce que rétrospectivement, tu te rends compte en quoi ton adolescence a été différente ? Et en quoi elle t'a finalement un peu façonné à devenir l'athlète que tu es aujourd'hui ? Je pense que déjà j'étais un adolescent observateur parce que ma sœur était une athlète de haut niveau à cette époque-là. Donc j'étais baigné déjà dans ce monde du très haut niveau, même si j'étais pas un acteur du très haut niveau, j'étais un observateur très proche. Elle a été très différente à certains moments. Il y a des moments aussi où j'ai arrêté ma pratique sportive parce que j'ai envie d'être un adolescent normal. Ça n'a pas duré très longtemps parce que ça m'a rattrapé et que la passion de la victoire a refait surface. Mais j'ai l'habitude de dire que j'ai juste vécu des choses différentes de mes collègues de collège, lycée. Je suis content d'avoir vécu ça. J'ai des choses que je sais mieux qu'eux, des choses que je sais beaucoup moins bien qu'eux. On a juste eu une trajectoire de vie différente. Je rattrape certaines choses que j'ai pas pu faire pendant mon adolescence dans ma pseudo après-carrière, parce que je ne sais pas encore si j'arrête ma carrière, mais voilà, c'est juste une trajectoire de vie différente avec des stimulations différentes et je suis très content de ça. Quelles sont les qualités qui, tu penses, ont été indispensables dans ton parcours, dans ta carrière, que tu as appris à ce moment-là ? Parce que voilà, je pense qu'il y a des qualités, des soft skills un peu, tu vois, au-delà de la performance, au-delà des hard skills, et on ne se rend pas forcément compte tout de suite le rôle qu'elles jouent. Est-ce que tu te rends compte, toi, de quels ont été ces soft skills qui t'ont permis d'atteindre le meilleur des niveaux ?
Je pense que l'intelligence collective, ça a été quelque chose de très très important pour moi. Euh, je pense qu'on réussit jamais seul. J'ai été aussi très observateur, très curieux dans la première partie de ma carrière. On apprend, c'est assez basique, hein, mais on apprend de ses pairs, on apprend des anciens. Chose qu'il y a, je trouve, de moins en moins chez les jeunes athlètes, qui sont un peu plus focalisés sur leur perf. Mais il faut avoir beaucoup d'intelligence collective, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, pas exactement les mêmes objectifs perso, parce que moi je suis sur le plot et eux ça peut être des coachs, ça peut être des préparateurs mentaux, ça peut être des psys, ça peut être des préparateurs physiques, mais travailler en synergie, je pense que c'est le plus important quand tu es un athlète. Ouais. Comment tu gères au début, hein, quand tu es à tes débuts, la frustration de ne pas forcément atteindre tes objectifs? Et en fait, notamment, j'ai l'impression dans le sport, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un peu le quand on veut, on peut, dans le sens où ton corps, c'est ton instrument de travail. Donc il y a cette idée, cette illusion, je dirais même, que si on le pousse à bout, on devrait pouvoir réussir, alors qu'en fait, c'est plein de facteurs. Comment au début, toi, tu gères cette frustration-là? Comme n'importe quel être humain, je suis frustré. J'ai pas envie de ne pas réussir mes objectifs. Après, il y a des, comme je dis, on a un entourage quand même qui est assez qualitatif quand on arrive à s'entourer comme il faut. Je le gère plus ou moins bien. Il y a des moments où je l'ai mieux géré que d'autres. Je pense que l'échec, c'est très basique hein, comme réflexion, mais l'échec m'a permis de rebondir après. Je me souviens notamment d'un championnat du monde après les Jeux de Londres en 2012, donc c'était en 2013, où je fais 5e ou 6e, je crois, et le fait de voir mes adversaires sur le podium et moi au bassin de récupération en train de pleurer, en train de les regarder, ça me motive pour l'année d'après. Et ça a été un déclencheur d'ailleurs dans cette période où les 24 mois qui ont suivi ont été, je pense, les meilleurs de ma carrière. Donc cet échec-là, il a été hyper salvateur et il m'a permis de faire ce que j'ai pu faire après. Et comment ta façon de gérer l'échec ou la frustration a évolué si tu compares, tu vois, au cours de ta carrière? Enfin, en fait, c'est vraiment, je demande ça purement pour qu'on puisse s'en inspirer également, parce que je trouve que on n'a pas de mode d'emploi quand on n'atteint pas forcément ses objectifs. On sait que dans le monde du travail, l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as appris au fil des années? Oui, et je vais encore apprendre dans ma vie. Je crois que c'est une phrase de Sacha Guitry qui disait il y a deux grands malheurs dans la vie, c'est réussir ses objectifs et ne pas les réussir. Donc quand on réussit son objectif, c'est génial, mais on est un petit peu perdu derrière. Donc il faut y rebondir, il faut trouver de nouvelles motivations, il faut trouver de nouveaux objectifs. Je pense qu'on est des êtres humains qui évoluent constamment et les objectifs de gagner, enfin l'objectif de gagner il est tout le temps pareil, mais gagner comment, gagner de quelle manière, qu'est-ce qu'on met en place pour réussir ces objectifs, est-ce qu'on progresse en tant qu'être humain? Moi c'était un peu mon leitmotiv, j'avais pas forcément envie d'être juste rapide dans l'eau, j'ai envie d'évoluer en tant qu'être humain, c'est tout. Et chaque préparation était différente, j'avais un historique différent aussi de par mes résultats passés. J'avais des envies différentes de par mes futurs résultats, ou en tout cas futures compétitions. Donc finalement, c'est exacerbé parce que c'est du sport, mais c'est comme n'importe quel être humain. On essaie de se mettre des objectifs, des points de passage. Si on ne les réussit pas, on recalcule et on essaye de choisir des objectifs un petit peu moins élevés ou en tout cas différents. Donc je dirais ça, de trouver quelque chose d'assez individuel finalement, quelque chose qui nous correspond et pas forcément quelque chose qui est écrit sur un papier parce qu'il faut faire comme ça, il n'y a pas de notice. On travaille tous différemment et il faut se connaître et se comprendre avant de se mettre des objectifs. Ouais. Quelle était ta conception de la victoire quand tu as commencé à haut niveau? Et là aussi, comment est-ce qu'elle a changé cette conception? Qu'est-ce que ça demande de réussir dont tu n'avais pas forcément conscience? Je pense que la différence entre le début de ma carrière et la fin de ma carrière, c'est que mes objectifs avant étaient liés aux autres, c'est-à-dire battre les autres, ce qui est un peu le principe du sport. Mais sur les 2-3 dernières années, c'était plutôt me battre avec moi-même et réussir mes propres objectifs. Et par exemple, à Paris 2024, je ne gagne pas, mais je fais 3e et c'est une victoire parce que j'ai réussi à mettre le bonheur et le plaisir dans ma pratique en numéro 1 et à prendre chaque instant de partage, par exemple, avec le public. Donc
c'est quelque chose que j'ai pu réaliser après 30 ans de carrière, donc ça a mis du temps. Mais voilà, c'est pas forcément lié aux autres, les objectifs. C'est vraiment des choses très personnelles, très individuelles. Et il faut pas forcément se comparer tout le temps et constamment à nos adversaires parce qu'on peut pas gérer ce que font nos adversaires. On peut gérer ce qu'on fait nous et c'est l'essentiel. Tu disais que tu cherchais à progresser en tant qu'être humain plus qu'en tant qu'athlète, enfin simplement. Est-ce que parfois ces deux objectifs sont pas un petit peu antinomiques dans le sens où est-ce que parfois tu dois sacrifier l'un ou l'autre? C'est-à-dire pour être le meilleur athlète, tu dois accepter que tu ne seras pas forcément le meilleur humain pour les gens autour de toi ou même pour toi. Tu vois, comment tu as réussi toujours à allier les deux? De mon point de vue, de ma perspective, oui. Ok, bah trop Après, il bien. faudrait demander Good à for mes you. amis, ma famille, mes proches, mais ouais, je pense que j'ai toujours réussi à bien suivre ma ligne directrice. En termes de résultats, j'ai plutôt bien réussi, donc je dirais oui, et je suis un être humain heureux, donc je dirais oui aussi. Mais forcément, il y a des périodes dans la saison, des périodes dans la carrière qui sont plus compliquées, mais c'est pas forcément négatif. Il faut pas avoir une super loupe sur un jour précis où on est moins bon, où on a un moins bon athlète ou un moins bon être humain. Il faut prendre la chose dans la globalité et faire une conclusion et un point un peu avec un pas de recul. Donc avec quelques pas de recul maintenant, je dirais que j'ai été un bon être humain et un bon athlète pendant toute ma carrière. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt que tu sais maintenant? Et t'as pas le droit de me dire la réponse de si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que tout s'est passé comme ça. Euh, Compliqué cette question, mais en fait, quand on devient un athlète plus vieux, on apprend qu'il faut être plus sérieux, on apprend qu'il faut. Mais c'est la vie en général. Les anciens nous disent qu'il faudrait faire comme ça pour réussir. Et quand on est jeune, on dit non, moi je vais faire comme ça parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est la compréhension de soi au fur et à mesure des années. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. On essaye de se connaître le maximum, mais on ne se connaît pas quand on est un athlète de 15 ou 20 ans. Mais par contre, quand on est un athlète de 35, ben on n'a plus que ça, plus que la compréhension de soi, plus que l'expérience pour rivaliser avec des athlètes plus jeunes. Donc j'aurais aimé qu'on me le dise, mais on me l'a dit, de plus écouter les anciens. Mais c'est comme quand on a un enfant en pleine adolescence, on n'écoute pas forcément ses parents. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas forcément être changé, je dirais. Comment t'as fait et comment tu fais toujours pour ne pas tomber dans le piège de la comparaison? Tu disais que tu apprenais de tes pairs et que d'ailleurs les jeunes athlètes le faisaient moins désormais. Et donc à la fois, je vois tout le bien qu'il peut y avoir à apprendre des autres. De l'autre, la frontière avec se comparer à eux est fine. C'est compliqué. Moi, je réussissais à prendre ce que j'avais envie de prendre. En fait, j'étais très observateur. Je vais donner un exemple. Avant les Jeux de 2012, je nageais avec une certaine technique et je savais que je ne pouvais pas être très rapide. Donc j'ai beaucoup regardé mes adversaires, notamment un qui était mon beau-frère à l'époque, Frédéric Bousquet, qui nageait les bras tendus. Et je me suis dit, je vais nager moi aussi bras tendus parce qu'il a l'air plus rapide et que je pense que pour moi ça peut fonctionner. Donc je me suis dit, je vais nager bras tendus, mais je vais aussi mettre ma touche. Je ne vais pas nager exactement comme lui parce que c'est sa technique avec sa morphologie, avec sa physiologie. Mais je vais me la réapproprier. Donc je prenais un petit peu des brides chez chaque athlète qui était plus rapide que moi et je me les suis mis un petit peu à ma sauce. C'était pas forcément de la comparaison, pas forcément de la copie parfaite. Mais voilà, il faut se réapproprier les meilleures choses qu'on a chez nos adversaires. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas arrêté quand on avait marre? J'ai arrêté quand j'en ai eu marre. Oui. Bonne réponse. J'ai arrêté, en fait, justement, je pense qu'il faut suivre ses envies. Moi, après les Jeux de 2016, donc j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, j'ai fait 3 médailles. Et j'avais envie d'arrêter de faire autre chose, donc je suis parti faire du handball pendant 3 ans. Alors forcément c'est compliqué parce que quand on a une notoriété, on appartient aux gens et vu qu'on apporte des émotions aux gens et qu'à ce moment-là on leur retire, les gens nous en veulent entre guillemets un petit peu. Mais justement c'est là,
apprendre à s'appartenir plus plutôt qu'appartenir aux autres. Et après, j'ai envie de recommencer, donc je me suis dit, vas-y, recommence. Donc c'était assez simple. Je pense que c'est suivre un petit peu sa propre ligne directrice, suivre ses envies, sans tomber dans le truc de je suis bon dans ça, donc je vais encore y aller. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont fait 4, 5 Jeux Olympiques. Il y en a quelques-uns. Teddy Riner qui a bien réussi. Je pense qu'il a suivi sa ligne directrice. Moi, je dirais que c'est parce que j'ai arrêté justement, parce que j'en avais marre, que j'ai pu recommencer et aller jusqu'aux Jeux de Paris. C'est pas facile quand même de prendre ce genre de décision parce que, enfin, tu me diras, hein, peut-être qu'il y a eu que l'envie qui a joué, mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et comment tu arrives à passer outre le regard des autres? Parce qu'en effet, quand tu es athlète, tu es public, donc en plus, tu as la vie de tout le monde. Ouais, comment tu fais pour prendre cette décision? Ça a été assez simple. Moi, je pense pas être ouais, le bon exemple. Ouais. Ok. Je m'en fous. J'ai envie, j'arrête. Ouais, je m'en fous du regard des autres et j'ai un petit peu une envie de liberté peut-être plus importante que les autres. Quand j'étais petit, je faisais du handball et de la natation, par exemple, pour reprendre ce sujet-là. Et ma mère m'a déchiré ma licence quand j'étais au collège parce que j'avais une mauvaise note. Enfin, ça, c'est une des bases. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, je referai du handball un jour. Et en fait, je m'en fiche d'être à tel niveau, d'être regardé, d'appartenir aux autres. Je me dis, bah, à ce moment-là, j'ai envie de faire du handball, je vais faire du handball. Si je commence à écouter ce que me disent les autres, bah, je ferai que de la natation jusqu'à mes 80 ans et c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc c'est grâce à ça que je peux être très curieux, que j'ai pu apprendre la guitare, que j'ai pu faire un peu de cinéma, que j'ai pu faire un peu de moto sur circuit, plein de petites choses comme ça. Et je pense que ces moments-là, justement, pendant ces 3 ans où je me suis beaucoup écouté, m'ont apporté des choses pour ma deuxième partie de carrière, pour les Jeux de Tokyo et pour les Jeux de Paris, où ça a fonctionné humainement et où ça a fonctionné aussi en tant que sportif sur les résultats. Est-ce que à ce moment-là, en fait, je pense qu'il y a quelque chose auquel on fait tous face, c'est parfois aussi la difficulté à faire des choix. Quand tu t'octroies cette liberté, et d'ailleurs, vu que tu te l'octroies, j'ai l'impression, en permanence, comment tu arbitres sur ce que tu veux faire et du coup le choix du renoncement? Parce que tu vois, du coup tu as fait de la moto, tu as fait du handball, tu aurais pu faire du cinéma. Comment tu arbitres pour choisir ce que tu veux faire? L'envie, simplement. J'ai la chance d'avoir un entourage qui est bienveillant avec moi. De par les résultats, j'ai un petit peu entrouvert des portes, donc j'avais envie de mettre des petits coups de pied dans ces portes pour voir ce qu'il y avait derrière. Et puis voilà, l'envie d'essayer de nouvelles choses. J'avais pas envie d'être bloqué dans quelque chose qui me plaisait pas. Évidemment, on est jugé parce qu'on est en France et qu'en France, il faut rester bien assis dans sa case et faire ce qu'on sait faire. Mais un bon boulanger peut faire un bon marathonien aussi, donc forcément j'estime qu'on n'est pas forcément bon uniquement dans une seule chose, que ce soit sportive ou pas sportive d'ailleurs. Donc voilà, l'envie simplement m'a poussé à faire ça. Évidemment, de par les résultats, il y avait aussi une liberté financière où je pouvais me permettre de creuser un petit peu dans des sujets que je ne connaissais pas. Donc j'ai foncé et puis après j'avais envie de retourner dans la natation et je suis retourné dans la natation et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc voilà, au jour le jour aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu aurais fait différemment? Non, je crois pas parce que je suis bien aujourd'hui et je suis bien assis avec toi à cette table aujourd'hui. Donc j'ai vécu plein de choses, je me suis régalé. Il y a eu des moments de doute qui ont été aussi salvateurs pour ma vie de sportif et pour ma vie en tant qu'être humain justement. Donc non, je ne regrette rien. Il y a des choix qui ont forcément été mauvais, mais qui ont été mauvais sur le côté sportif par exemple, mais qui m'ont appris plein de choses sur le côté humain. Donc quand je prends la globalité des choses, je dirais que je suis plutôt heureux et plutôt bien en ce moment. Donc je dirais non, je regrette pas. Qu'est-ce que ça t'a appris, la préparation mentale? J'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer d'autres sportifs et je trouve qu'il y a un peu cette fascination au fait de pouvoir mieux comprendre son cerveau, le fait de pouvoir peut-être l'optimiser et l'utiliser à son avantage. Quand est-ce que tu as commencé et c'est quoi les plus grandes leçons que tu en retires? J'ai commencé en 2011, donc au tout début de ma carrière, première équipe de France.
À cette époque-là, en France, c'était un petit peu compliqué la prépa mentale parce que c'est comme dire qu'on va voir un psy, on a l'impression qu'on est fou ou qu'on est malade, alors que je pense que la compréhension de son cerveau est beaucoup plus importante que la compréhension de son corps. Quand on est un athlète, notre corps est notre outil de travail, mais notre cerveau aussi. Quand on fait une finale olympique par exemple et qu'on a pour ma part 7 concurrents autour de soi, bah, les 7 sont physiquement plutôt entraînés pareil, ont les mêmes qualités physiques, donc ce qui fait la différence c'est le mental, et il n'y a aucun problème à travailler son mental si c'est ça qui fait la différence. Ouais. Moi je pense même qu'il faudrait aller voir que ça devrait être obligatoire d'aller voir un psy une fois par an par exemple pour se comprendre, et même aller voir un psy quand tout va bien d'ailleurs pour essayer de se Une fois par comprendre. semaine même. Ouais, ouais, peut-être une fois par semaine. Je pense que c'est quelque chose de très important, mais on est en France, donc forcément on se juge et on se dit ouais, il va voir un psy, donc c'est qu'il est malade. Non, non, je pense que c'est impossible de s'auto-diagnostiquer, de comprendre. On a toujours de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même d'ailleurs, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a un vécu, parce qu'on a des ressentis. Donc voilà, la partie cerveau, la partie mentale est, je pense, plus importante que la partie physique dans le sport en tout cas. Et les émotions, est-ce que ta façon de les gérer a évolué? Je suis très admirative. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé Eugénie Le Sommer, du coup, qui est une footballeuse. Et j'ai posé cette question aussi que vraiment, je serais curieuse d'avoir ta réponse. Comment tu fais pour laisser tes émotions et tes soucis sur le côté au moment où, dans ton cas, tu t'apprêtes à plonger? Je les laisse pas sur le côté, je m'en sers. Je ressens aussi les émotions, je pense peut-être plus fort que certains. Je suis un petit peu un hypersensible, donc j'essaie de prendre ces émotions positives et de m'en servir pour faire des bonnes performances en tant que sportif. En fait, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément mettre de côté. C'est des choses qui font partie de nous, qui peuvent être bénéfiques aussi, même si c'est des émotions négatives. Elles peuvent être bénéfiques. Je ne sais pas, si on est un petit peu plus énervé, par exemple, on peut ressentir plus de force. Je pense qu'on a tous été énervés ici et on sent qu'on est on sent qu'on a un petit peu plus de force, un petit peu plus de choses comme ça. Donc il faut réussir à ne pas se faire submerger par ces émotions, Ouais. mais réussir à prendre chaque bride des émotions qu'on a eues dans le passé ou dans le présent pour pouvoir les utiliser dans une pratique sportive ou dans une pratique plus professionnelle, dans un bureau, dans une relation client, etc. Je pense que c'est important justement d'embrasser ces émotions parce qu'on ne peut pas les effacer dans tous les cas. C'est vrai. C'est vrai, mais je trouve qu'avec certaines, c'est particulièrement difficile, tu vois, notamment avec le stress. Je sais pas si tu as déjà raté un truc à cause du stress, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, après, tu as peur de stresser, donc tu stresses. Et genre, cercle vicieux, tu vois. Et pour vous, les enjeux sont tellement énormes, notamment, je pense au final olympique. Ouais, comment tu fais en sorte, parce que je pense que choisir ou décider que le stress ne nous submergera pas ne suffit pas toujours. Pourquoi les enjeux seraient énormes? Parce que T'as préparé ça pendant 4 ans, que tu dis toi-même que c'est genre limite ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est l'objectif de la réussite. Mais c'est pas grave si on réussit pas, du coup. Parce que j'ai pas gagné les Jeux à Paris fait que je vais être malheureux pendant toute ma vie. Non, justement, je travaille là-dessus, c'est le plaisir. Les Jeux de Londres m'ont pas plus fait plaisir que les Jeux de Paris. À Londres, je gagne, c'est la seule fois où je gagne les Jeux Olympiques. Et pourtant, c'est pas été le déclencheur d'un bonheur de 10 ans derrière. Donc, quand on se rend compte que le résultat en lui-même, que ce soit un résultat sportif ou autre chose, dans un projet perso ou un projet pro, c'est pas c'est pas le résultat en lui-même qui fait qu'on est heureux, c'est plus le chemin. Ouais, non, mais c'est des phrases bateau, mais c'est la vérité. Quand je dis vraiment que je reprends cette phrase encore une fois, mais c'est quand on réussit un objectif, après on est un petit peu perdu parce que oui, on est content d'avoir réussi cet objectif. Pour ma part, c'était des choses sportives, donc on est sur le podium, on a fait premier, et 2 heures après, on se dit quoi, j'ai réussi, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc non, je dirais que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de les réussir, mais il faut quand même se redonner après des objectifs assez clairs, parce qu'autrement on est un petit peu perdu. Ouais. Mais le stress, c'est Ouais, bien. c'est ça. Donc, est-ce que tu as déjà foiré un truc à cause du stress? Juste du stress, je sais pas. Mais par exemple, les championnats du monde 2013 où je fais 5e, j'avais fait premier des séries, premier des demi-finales. Je devais clairement gagner. J'ai pas gagné, mais
Donc j'ai foiré ça. Mais par contre, après, j'ai eu 24 mois où personne ne m'a jamais battu. Donc oui, j'ai foiré sur le moment. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir des choses ultra positives derrière. C'est une bonne réponse? Je suis pas là pour juger la valeur de tes réponses. Je suis là pour prendre plein d'infos. Non, mais ouais, je serais curieuse de savoir si tu as 2-3 techniques, tu vois, de gestion de stress qu'on pourrait utiliser. Parce que je pense que vous l'affrontez quand même à un niveau tellement supérieur à nous. Enfin, tu vois, c'est comme les artistes. J'interviewe des artistes avant de monter sur scène. Je suis désolée, quand tu as 30 000, 40 000, 50 000 personnes devant toi, tu as du stress. Ouais, mais c'est pas supérieur. Parce que moi, c'est ma vie. C'est entre guillemets ma La routine. réalité, quoi. Oui, c'est ma routine de faire des finales olympiques. J'en ai fait, j'ai plus 7, 8. Donc évidemment, si toi, je te propulse dans une finale olympique demain, tu vas pas savoir gérer. Mais nous, on a fait 10 ans, 15 ans de préparation par rapport à ça. Donc moi, tu me mets dans un deal, par exemple, avec un client à plusieurs millions d'euros demain, je sais pas faire parce que j'ai pas les outils. Donc je vais stresser. Mais si jamais tu as tous les outils, moi, je me rappelle de me dire, par exemple, avant des grandes finales, je nage 4 heures par jour, je vais pas d'un coup ne plus savoir nager et couler, donc mon corps il sait faire. Donc ce stress-là, pardon, il est normal et il faut s'en servir justement, il est bénéfique à ce moment-là pour faire de meilleures performances. Moi j'ai souvent été un homme de finale parce que justement j'arrivais à me servir de ces émotions-là et dans la vie en général j'aime ça, j'aime ressentir des émotions. Des fois elles sont un peu trop fortes mais comme tout le monde, et une émotion est difficile à contrer. Et si on essaie de la contrer, elle revient encore plus fort. Donc voilà, accepter ces émotions, que ce soit du stress, de la joie, de la colère, et être le meilleur être humain ou le meilleur athlète possible le jour J avec les émotions que tu as. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, alors je ne sais pas si c'est des pensées plus que des émotions, mais qu'il faut savoir maîtriser ou gérer. Je sais que certains athlètes, certains artistes subissent un peu ce qu'on pourrait appeler en anglais un negative self-talk, tu vois, qui ont pas mal de pensées très critiques. Le perfectionnisme peut prendre un virage qui devient dangereux, quoi, qui devient vraiment négatif. Ça, comment on fait pour ne pas le laisser prendre toute la place? Tu vois, pour moi, c'est une version supérieure au doute, quoi. C'est vraiment de l'autocritique, voire de la flagellation. Ça, je pense que c'est parce qu'on se compare beaucoup trop aux autres. Mais moi, je suis sportif, donc comme je dis, c'est pas grave de faire 5e, 6e, 12e. C'est pas. C'est quand même paradoxal avec ce que tu me disais au début, qui était que tu étais là parce que tu n'avais pas la passion forcément de la natation, mais la passion de la victoire. Ouais, mais je l'ai encore. Tu as la passion de la victoire, mais c'est pas grave d'arriver. Bah non, parce que 5e, ça fait 6e. partie du process. Ouais. Quand tu aux Jeux Olympiques, tu as un gagnant, mais tu as combien de perdants? Et tu perds sur quoi? Tu perds sur la compétition, mais tu gagnes sur plein d'autres choses. Ouais. Moi, j'ai perdu les Jeux de Paris, j'ai fait 3e, et j'ai gagné une perte médaille. relative, ouais. Bah ouais, mais c'est une perte de pas faire premier. Donc j'ai perdu sur ça, mais j'ai pris tellement d'émotions grâce aux gens. J'ai eu plein de rôles en plus pendant les Jeux de Paris. Donc évidemment, mon objectif numéro 1, c'était de gagner. Mais on sait qu'il y a un seul vainqueur. Donc si tout le monde devait pleurer après leur course, je sais pas, les 70 ou 80 participants de chaque course aux Jeux Olympiques, il y en a un seul qui gagne et tous ceux qui ne sont pas qualifiés, donc ça fait beaucoup sur 7 milliards. Alors on n'est pas 7 milliards à faire de la natation, mais non, c'est pas grave, ça fait partie du process. Et quand il y a un gagnant, il y a beaucoup de perdants, donc des fois on bascule de l'autre côté. Tu as acquis beaucoup de compétences au fur et à mesure de ta carrière. À la fois, je le disais, des soft skills, des hard skills. Quelles compétences tu n'as pas encore acquises que tu aimerais acquérir? La patience, je suis pas très patient moi. Ouais, j'allais dire, c'est une compétence, pour moi c'est une qualité. Mais c'est un peu des deux. Ouais. Tu veux que je trouve autre chose? Non, non, mais dans le sens où... Est-ce que c'est pas une question de personnalité? Enfin, tu vois, la patience, je suis pas sûre que tu peux la travailler dans une certaine mesure, mais tu peux pas, je pense, l'apprendre comme tu peux apprendre à cuisiner. Alors une autre compétence, ouais, c'est compliqué parce que je fais avec les miennes et j'ai des compétences très fortes, donc je me focalise beaucoup sur le positif d'ailleurs. Je pense que c'est plus important que de se focaliser sur les choses qu'on n'a pas. Est-ce que là il y a une compétence que tu aimerais acquérir demain? Je te dis, tu pars un mois, tu peux apprendre ce que tu veux. Par rapport à la natation? Non. Ah.
Par rapport à N'importe. ma vie en général? Ouais. Waouh, c'est large en plus. En tant qu'être humain, j'aimerais bien pouvoir parler toutes les langues du monde pour pouvoir communiquer avec tous les gens de cette planète là où je vais. Ouais. Je dirais ça, je pense. Bien, tu peux toujours développer une boîte dans l'IA, on C'est- est un peu au bon endroit. C'est une compétence, ça. Oui, ça c'est une très très belle compétence. Alors écoute, il nous reste malheureusement que 2 minutes. Peut-être, enfin, je te laisse arbitrer si tu veux prendre 2-3 questions du public. Sinon, moi je te pose une dernière question. Et je vais te demander, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'ai eu cette question il n'y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. Tu l'as piqué. C'est. On a tellement piqué. Eh ben, je vais dire ce que j'ai fait pour la première fois quand on m'a posé cette question, parce que c'était du coup la première fois. J'ai fait du cliff diving, j'ai sauté à 17 mètres de haut il y a quelques semaines. Ok. Donc j'ai jamais fait ça avant, donc c'est très cool. Bon, bah, je suis heureuse que tu sois en vie. Je suis toujours là. Ouais. Et peut-être du coup s'il y a 2 questions dans l'assemblée avant qu'on wrap up. Qui c'est qui t'a posé la question? La personne à qui j'ai fait le cliff diving. Parce que c'était la première. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florent, donc c'est un honneur d'être Gentil, en face merci. de toi, voilà, sportif aussi, triathlète. J'ai une petite question, donc plus par rapport donc au rôle de la technologie dans le sport. J'aurais aimé savoir, parce que je sais que la natation on travaille beaucoup sur les vidéos, sur les positionnements du corps, etc. Donc tu as dû voir crescendo arriver, donc toute cette technologie autour de toi. Comment tu as perçu ce changement? Est-ce que tu t'es pas senti un peu oppressé? Et est-ce que tu y accordais une totale confiance? Donc je voulais savoir si Sur la vidéo en elle-même ou sur les nouvelles tech? toutes les technologies qui contribuaient donc aux performances, à l'évolution de tes performances sportives et l'implication du staff aussi dedans. Comment tu as perçu ce changement et comment tu l'as accepté? Et voilà. Très bonne question. Moi, j'aime beaucoup la tech parce qu'en natation, c'est un sport très vieux, très chiant, où on fait des longueurs en compte des carreaux. Donc, j'avais besoin d'être stimulé un petit peu différemment. Non seulement je l'ai bien pris, mais j'étais, je pense, un des acteurs principaux de ça parce que quand on n'avait pas de technologie, on n'avait pas de feedback sur les résultats par rapport à certaines techniques d'entraînement, par rapport à certaines choses comme ça. Donc moi, ça m'a permis, je suis un peu un flemmard, mais ça m'a permis de passer de 50-60 km par semaine aux Jeux de Londres. J'étais plus jeune aussi, donc c'était plus facile à faire ma dernière année entre 10 et 15 km par semaine. Donc voilà, j'ai quand même fait diviser par 3. Mais en termes de temps de pratique, j'ai fait la même chose. Donc par les vidéos, moi j'ai eu par exemple une bague qui me traquait, voilà, une bague Oura Ring qui me tractait mon sommeil. Donc j'avais aussi une application qui avait été créée par la fédération de natation pour entrecouper mon sommeil, mes résultats en compétition, mes résultats à l'entraînement. Voilà, pour tout le côté caméra. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'avant c'était l'œil du coach, l'œil de un coach. Alors que quand tu as une cam, bah, tu peux la remettre sous différents angles, tu peux l'avoir au ralenti, tu peux avoir ton propre avis, parce que le coach, c'est beau, c'est bien beau, mais il y en a un seul, et il n'a pas la vérité. Donc ça m'a permis d'avoir une intelligence un petit peu plus collective, je pense, avec ces datas, de mettre beaucoup de personnes dans mon projet, en tout cas. Et j'étais très content de ça et je pense qu'il faut qu'on continue. Alors il ne faut pas être que dans la data parce qu'il y a aussi du ressenti en tant que sportif, mais il faut entrecouper ces deux choses-là. Et moi je pense qu'on tend beaucoup plus vers les nouvelles technologies pour performer, c'est normal. Avec plaisir. Merci Florent, merci Louise. Donc ça tombe bien, donc on est à la Vivatech, donc on va continuer sur le sujet de la tech. Et j'accueille avec nous Jonathan. Peut-être pour commencer, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on continue?
Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan Logel, j'ai été joueur de rugby pendant 12 ans avec l'équipe de France de rugby à 7. Avec celle-ci, j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et j'ai joué plus de 580 matchs de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis manager au sein du département Data et IA de PwC. Merci. Donc, on va commencer, on va continuer sur la tech. Et peut-être la première question, alors Florent, tu as déjà répondu, je pense, en bonne partie, mais je pense que ça peut être utile de voir ta vision sur la tech dans la natation. Donc, tu nous as donné quelques exemples de ton expérience personnelle, mais est-ce que tu peux nous dire globalement comment la natation s'appuie sur la tech qu'il y a aujourd'hui, quelles tendances que tu vois, quelles sont les pistes de performance que tu vois aussi? Moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, sur la partie sprint en natation, les 3 athlètes qui ont été sur le podium aux 50 mètres nage libre sont 3 athlètes qui avaient plus de 30 ans. Chose qui est très vieux en natation. Et quand on regarde la moyenne des podiums aux Jeux de Paris sur les autres épreuves, c'est, je dirais, entre 20 et 22. Donc nous, les anciens sprinteurs, on a réussi à s'appuyer sur la tech. Le fer de lance a été le champion olympique australien Cameron McEvoy, qui s'est dit je vais faire beaucoup moins. Je vais m'appuyer beaucoup sur la tech, donc beaucoup d'analyse vidéo. Rentrer dans l'angle très précis, au degré près. C'est un athlète qui faisait beaucoup de kilomètres avant. Et il s'est dit, je vais complètement faire l'inverse. Je vais m'appuyer sur les technologies, sur la force, sur l'explosivité aussi en musculation, mettre des plateformes de force sur les plots de départ, savoir sur les angles sur lesquels je dois pousser. Après, il traquait aussi son sommeil, il entrecoupait ça avec ses résultats. Donc voilà, il s'est vraiment appuyé, je dirais, à 95% sur la technologie et à 5% sur son ressenti perso. Et nous, on a emboîté le pas parce qu'on était un petit peu frileux, parce que c'est toujours compliqué de changer comme ça de technique d'entraînement. Mais franchement, je le remercie parce que déjà, de 1, ça nous fait moins nager. Et moi, je suis content de ça. Et il faut vivre avec son temps. Et en plus de ça, il a fait des performances sportives chronométriques qui sont meilleures que ce qu'on a fait pendant les 10 dernières années. Et niveau fraîcheur physique, c'est pas le plus frais parce qu'il a 32 ans, je crois. Et à 32 ans, on n'est pas au top de sa forme. C'est plutôt aux alentours de 25 ans quand on a un athlète masculin, je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur la caméra, beaucoup de choses sur le feedback, sur les angles de poussée, sur les plateformes de force. Et tout ça qui s'entrecoupe via l'IA, je pense. Alors lui, c'est un fervent défenseur de tout ça. Moi, je suis un petit peu moins que lui, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Alors demain, donc la tech, ça avance très vite. Hein. On a vu ici tous ensemble. Est-ce que demain, les nageurs de 40 ans vont pouvoir faire aussi vite, voire plus vite que les jeunes avec l'IA? Ça dépend, si les jeunes utilisent l'IA aussi, non, ils nous surpasseront, mais on trouve toujours des techniques pour évoluer. Il y a quelques athlètes qui font encore des médailles aux alentours de 35-40 ans, il y en a très peu en natation, mais ça arrive. Avant, un athlète de 30 ans, il était presque, je dirais, cramé. Maintenant, parce qu'on s'entraîne plus intelligemment, on utilise aussi les nouvelles technologies sur la récupération, beaucoup. C'est pas que dans la performance aller plus vite, c'est voilà, savoir faire récupérer son corps avec la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, qui nous dit notre état de forme, qui nous prévient des blessures, qui nous prévient des maladies, parce que la VFC peut monter ou baisser selon si on est en train d'incuber une maladie. Donc voilà, ça nous permet d'être des athlètes plus attentifs et à travailler plus intelligemment. Bon, Jonathan, parlons de rugby maintenant. Quelles sont les techniques de la techno ou de l'IA qu'on utilise aujourd'hui? Et puis, comment tu vois le futur aussi de rugby avec l'IA?
Donc moi j'ai eu la chance de voir l'avant et l'après, puisqu'il y a 12 ans en équipe de France de rugby à 7, il y avait très peu de technologie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de cardio, il n'y avait pas de drone. Donc on avait quelqu'un avec une caméra, parfois un portable, qui filmait les matchs sur le côté. Et autant vous dire que l'angle de vue sur le côté, il ne permet pas d'avoir et d'apprécier toute la profondeur du champ de jeu. Donc globalement on a vu une vraie montée en puissance de l'IA et de la data au sein du rugby, et notamment du rugby à 7, avec l'usage par exemple sur le terrain et en dehors. Sur le terrain, ce sont des GPS qui nous permettent de quantifier la charge de travail. Donc un entraîneur va pouvoir déterminer le nombre de kilomètres, le nombre d'accélérations qui doivent être réalisées pour après répondre à un enjeu qui est assez simple, c'est qu'on a tous des besoins très différents et pour pouvoir individualiser la performance au sein d'un sport collectif. La réalité, c'est que Jonathan Logel, 1m93, 100 kg, qui est pilier, il a des besoins très différents d'un Antoine Dupont, d'un Aaron Grandidier, de tous ces joueurs qui ont brillé cet été. Et donc ça permet d'individualiser la performance au sein d'un sport collectif. D'une part, et après en dehors du terrain, Florent le disait très bien, sur tous les outils de récupération, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais en plus, à la Fédération française de rugby, on a des équipements et on a un enjeu avec le rugby à 7 qui est d'anticiper par exemple les décalages horaires, mais aussi la chaleur, l'humidité qu'on peut retrouver dans certains pays. Chaque année, pendant 12 ans, j'ai été à Dubaï en décembre. Donc autant vous dire qu'on quittait Marcoussis avec la brume et la pluie et on arrivait dans un environnement très sec et très chaud. À Marcoussis, on a ce qu'on appelle une chambre environnementale, qui est un espace à peu près aussi grand que ce plateau, qui nous permet de simuler la chaleur, la sécheresse et l'altitude, pour pouvoir réaliser des entraînements dans des conditions similaires à ce qu'on va retrouver. Donc voilà, tout autour de la performance, et comme le disait Florent, sur la partie gestion du décalage horaire, sur la partie récupération, on va être très équipé de beaucoup de data et d'IA. De plus en plus. Et de plus en plus, et j'ose croire que ce n'est que le début, et je pense que maintenant il y a un enjeu qui est la façon dont on restitue à l'athlète ces données, de telle sorte qu'il ne soit pas complètement perdu avec un tableau où il y a à peu près 10, 15, 20, 50 lignes, mais il y a un vrai enjeu à pouvoir le rendre lisible et aussi que ça colle avec les méthodes de consommation du contenu actuel. La réalité, c'est que maintenant on parle avec un agent, on parle et on utilise la voix. Dans quelle mesure un athlète aujourd'hui qui a 18-19 ans au rugby, il va comprendre un tableau avec 14 entrées et 70 lignes. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de restituer la donnée aux athlètes pour qu'ils puissent en tirer un maximum de profit. Alors Florent, donc là tu es on va dire au plus haut de ta carrière, on s'est dit 40 ans pour gagner les médailles, on verra bien, il faut qu'on en parle au stand. Maintenant parlons peut-être de la préparation d'après-carrière. Comment toi tu te prépares pour la suite? Donc aujourd'hui tu es un grand athlète, tu vas continuer peut-être encore, mais il faut savoir qu'après il y a un après, donc, et que tu prépares déjà. Quels sont tes projets, quelles sont tes techniques ou comment tu te prépares après Florent, nageur, grand nageur olympien? On se prépare petit à petit. Je pense que c'est l'entourage, encore une fois, qui est très important. Il n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais mon agent qui est présent dans la salle, il se reconnaîtra, je ne vais pas le pointer parce qu'il n'aime pas. Mais c'est important d'avoir des partenariats, par exemple. On est ici, moi je suis en partenariat avec PwC, donc vous m'avez aidé non seulement à pratiquer mon sport plus facilement, mais j'ai des projets divers et variés où vous m'avez aidé à comprendre comment ça fonctionne, à trouver des namings par exemple pour mes différents projets, comme Aqualib par exemple. Il faut se préparer, il faut s'entourer. Et il faut faire une transition un petit peu douce parce que quand on se dit je suis focalisé ce sport et d'un coup j'arrête et je vais faire ma prospection pour savoir ce qui me plaît dans la vie, ce qui me motive, ce que j'ai envie de faire. En même temps, il y a la petite mort du sportif, donc il y a une petite dépression, donc c'est assez compliqué. Donc il faut que ce soit smooth et ça, je pense que c'est beaucoup l'entourage professionnel qui fait qu'on arrive à faire cette transition. Donc moi, je suis en pleine transition en ce moment. J'ai ni fini ma carrière, ni commencé le début de mon autre vie. Je suis un petit peu dans un entre-deux et je suis content d'avoir cet entourage entre toi, Anna, entre Jean-François, mon agent, et les autres qui gravitent autour pour pouvoir m'aider dans tout ça. Et quel est le sentiment? Est-ce que c'est plutôt excitant, ça fait peur, l'après-carrière? C'est quand même très différent de ce que tu as connu jusqu'à là, où on sait qu'il faut nager, et de préférence très vite. Hein. Donc c'est le seul objectif, on va dire. On te dit comment, en plus, exactement, avec l'IA, etc.
Et après, tu vas dans un monde quand même qui est très ouvert, avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à découvrir. Alors, quel est le sentiment que tu as face à cet inconnu, à ces nouvelles opportunités? Ça fait un petit peu peur parce que quand on est athlète, on reçoit, en tout cas en natation, je ne sais pas en rugby, mais ça doit être, je pense, la même chose. Tous les dimanches soirs, on reçoit notre planning pour la semaine. Si on a un petit pépin à l'épaule pour les nageurs ou au genou ou sur tout le corps pour les rugbyman, on a des rendez-vous médicaux qui sont pris par le staff. Donc il y a une facilité déconcertante. On a l'impression que c'est la normalité. Et d'un coup, quand on rentre dans le monde, je dirais, normal, déjà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. On n'a pas de planning le dimanche soir, donc on doit savoir ce qui nous plaît. Et c'est un petit peu... ça fait un petit peu peur, mais en même temps, c'est grisant de se dire j'ai le monde qui s'offre à moi, j'ai plein d'opportunités qui s'offrent à moi, j'ai le choix pour la première fois. Mais le fait d'avoir le choix, des fois, ça peut perturber. Quand on a fait des années, on avait des choix entre un A ou B et que là on a toutes les lettres de l'alphabet, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Moi je pense que je commence petit à petit à m'y faire, mais j'excellais dans ce que je faisais, et là maintenant dans ma deuxième vie je pense que je vais un petit peu moins exceller. J'espère que je vais être bon, mais j'ai moins excellé, donc j'ai un peu ce complexe de les autres vont être meilleurs que moi, donc est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être bon pour parler sur cette scène par exemple aujourd'hui? Je suis meilleur dans une piscine par exemple, mais ça veut pas dire que je ne suis pas bon dans d'autres domaines, et ça faut arriver à se le mettre dans la tête, et encore une fois c'est l'entourage qui nous rassure là-dessus, je pense. Mais c'est toi qui l'as dit, il ne faut pas se comparer aux autres, il faut juste prendre plaisir. C'est difficile de ne pas se comparer. Alors Jonathan, toi, tu as déjà commencé ta reconversion. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont ça s'est passé, ta reconversion? Ouais, donc ça a commencé depuis très jeune. Contrairement à la majorité des rugbyman qui ont des familles, des oncles, des grands-parents qui ont fait du rugby, moi j'ai jamais baigné dans le haut niveau. Ma famille m'a pas amené à ça. Donc finalement à table, on était toujours amené à devoir parler d'autre chose que du sport. Ma grand-mère jusqu'à ces derniers jours me demandait combien de buts j'avais marqué. Alors que bon, c'est sans vous apprendre qu'au rugby on parle plutôt d'essais, mais bon, c'était beaucoup et plein de bienveillance et d'amour. Donc voilà, j'ai toujours été orienté vers l'à côté. Et donc dans ce cadre-là, j'ai pu garder un lien en parallèle du rugby, malgré les 3 entraînements par jour, parfois 7 jours sur 7. Un lien au sein d'une école à l'EM Grenoble pour réaliser un master entièrement à distance, avec des infrastructures qui aujourd'hui le permettent, grâce notamment à des plateformes digitales. Et puis après, d'autre part, avec un cabinet de conseil qui est un stand pas bien loin d'ici, pouvoir également commencer à prendre mes marques et aussi me rassurer sur ce que je pouvais apporter en parallèle du rugby, parce que c'est vrai que le rugby, on existe dans un écosystème, on a des compétences, on les développe, on se voit grandir, mais on n'est pas toujours conscient de ce que ça peut apporter dans l'univers professionnel. Et donc moi, ça me faisait du bien d'avoir ce pied, on va dire, dans la vraie vie et ce pied dans l'univers du sport, et jusqu'à aujourd'hui maintenant avec PWC. Donc voilà, c'est un peu toute une histoire qui s'est tissée autour d'un double projet qui n'était pas évident, parce qu'il fallait emmener son ordinateur parfois dans le bus au retour d'une compétition et prendre des appels en chasuble. Donc il faut avoir des collègues qui soient un petit peu ouverts d'esprit, mais j'ai eu la chance de les avoir parce que je les ai embarqués dans cette aventure-là, et aujourd'hui ils sont très à mon écoute, et ils l'ont été puisque j'ai pris ma retraite en août, et voilà, c'est une dynamique collective. Et parlons maintenant de vos activités tech. Donc Florent, tu as parlé tout à l'heure d'un nom d'un projet où on t'a aidé à trouver. Donc peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur le projet que tu as en cours. Oui, avec des amis, dans un premier temps, on s'est posé la question de la fréquence des nageurs, des piscines. On s'est dit en fait que quand on est dans les piscines, c'est toujours très compliqué parce que soit c'était des grands bâtiments vides sur les horaires où il n'y avait personne, ou soit entre 17 et 19 ou 17 et 20, c'était bondé. Donc on a réfléchi à créer des piscines un petit peu comme à l'époque dans les années 70 où il y a eu le plan piscine tournesol. On s'est dit qu'on allait réinventer ce format piscine un peu comme le paddle ou comme le tennis. Donc on s'est aidé évidemment, et on s'est aidé de la tech évidemment. On s'est dit qu'il fallait avoir une expérience utilisateur un petit peu plus premium. Donc voilà, arriver dans une piscine, pouvoir réserver ses lindos en
amont pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfants qui jouent à côté ou qu'il n'y ait pas 50 personnes dans la ligne ou zéro. Donc voilà, c'est réduire drastiquement en termes de mètres carrés les piscines, donc faire des piscines plus petites, faire des piscines aussi qui s'intègrent dans les villes assez facilement. Donc on pouvait changer les façades, les choses comme ça. Mais surtout, c'était une expérience utilisateur assez différente où donc on s'est calé sur les modèles qu'on connaissait. Voilà, si je veux faire un paddle avec toi, Anna, et deux amis, ben, on va sur un site, on prend un terrain de 17 à 18, on sait qu'on va avoir ce terrain et on sait qu'on va être tranquille. Et on a coupé ça avec la tech. Par exemple sur une puce qu'on se met dans le bonnet, système un petit peu comme Strava avec une application où on peut nager avec des nageurs qui ont notre niveau, on peut entrecouper nos performances, combien de mètres on fait, etc. Donc voilà, c'est un projet qu'on porte avec la fédération, c'est un projet qu'on porte qui s'appelle Aqualib, avec plusieurs investisseurs et qui commence à voir le jour petit à petit, où PwC nous a aidé à trouver le nom et bien d'autres choses d'ailleurs. Merci Florent. Alors on est en train de nous chasser du plateau, donc peut-être juste Jonathan, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ton activité chez PwC, et après je crois qu'on aura peut-être non, on n'aura pas le temps pour les questions, donc en 2 mots, on va devoir s'arrêter voilà. Là. Un data IA chez PwC en tant que manager pour des grands groupes où j'accompagne sur la livraison de programmes, et puis je contribue également par ailleurs à toutes les activités sport au sein de chez PwC. Il y en a beaucoup, donc au plaisir d'échanger pour creuser le sujet, et puis aussi une casquette en dehors de PwC au micro de la chaîne L'équipe pour commenter le championnat mondial de rugby à 7 dans un objectif moi qui me tient à cœur, qui est la transmission des compétences. La réalité c'est qu'on est alors, on n'est pas des bibliothèques, mais on a eu tellement d'expérience que c'est dommage de tout garder pour nous, d'où l'intérêt justement de le transmettre. Et aujourd'hui, c'est par ce biais-là que je le fais. Mais merci à PwC aussi de voir des profils différents, d'accepter des profils hybrides. Parce que quand on s'est parlé pour la première fois, c'est sûr que le CV d'un sportif, parfois ça peut faire peur pour un grand groupe de conseils, mais vous avez eu cette ouverture d'esprit. Donc ça, c'est quelque chose de super pour un sportif de haut niveau. Merci à tous les deux. Donc on va s'arrêter là. Merci à vous.